C'est avec vous, Alice Latouche. Bonjour à vous. Vous êtes doctorante en sociologie au laboratoire Migrinter rattaché au CNRS à l'Université de Poitiers. Je vous ai vu très attentive et même acquiescer à ce que nous expliquait à l'instant Leslie, notre consoeur du site Info Migrants. Est-ce que ce drame aurait pu être évité, selon vous ? Alors oui, très certainement. Il faut savoir qu'effectivement, à partir de 14h, l'ONG, enfin la hotline Alarm Phone, qui est donc une organisation... Quel jour ? Vous dites 14h. Ah pardon, mardi. Mardi à 14h, l'ONG Alarm Phone est alertée. Un appel donc des migrants qui expliquent qu'ils sont en détresse au niveau de l'eau. À partir de 16h, ils envoient leurs coordonnées GPS, qui sont ensuite transmises par mail aux gardes-côtes grecs et à Frontex, ainsi qu'au Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, donc le HCR. Et on va avoir une période de temps assez longue. Donc à ce moment-là, Frontex va aussi prendre donc connaissance de ce bateau où on voit justement qu'il le survole en avion. Et il ne pouvait pas ne pas voir ce bateau surchargé, ses bras levés vers le ciel. Alors tout à fait, c'est sûr qu'ils ont vu ce bateau, et à partir du moment où le bateau est surchargé, on peut considérer qu'il est en détresse. Là, je partage totalement l'avis de Médecins sans frontières sur cette question. Même si un appel est passé, parce que l'agence Frontex se défend en disant « nous avons passé un coup de fil », quelqu'un a répondu en disant que tout allait bien. Alors, c'est des propos qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution, dans la mesure où Alarm Phone, qui est aussi en contact avec des migrants sur le navire, a beaucoup de difficultés à rester en contact longtemps avec eux sur le téléphone. Ils vont essayer de les rappeler plusieurs fois, et le réseau n'arrête pas de sauter. Donc en fait, ça pose déjà question, et en plus... C'est des signes qui ne trompent pas. Exactement, et en plus, il faut savoir qu'il s'agit d'une personne qu'ils vont avoir en contact sur le navire. Ça ne représente pas les potentiels 750 autres personnes qui sont sur ce bateau. Ces 750, c'est le nombre que vous avez en ce qui concerne le nombre de passagers? Alors c'est le nombre le plus haut qu'on estime et qui est donné par le gouvernement grec. On estime au chiffre le plus bas, on estime 400, 750 pour le plus élevé. Donc effectivement, ça pose particulièrement question. Effectivement, le dernier rappel que a Alarm Phone s'arrête un peu avant minuit, et ils appellent clairement à l'aide. Oui. La tragédie, celle à laquelle on assiste, n'est pas la première, c'est une de plus malheureusement, mais est-ce que ce drame s'inscrit dans une politique plus générale de problématiques d'accueil? On parle de renvoi forcé, de pushback. La Grèce fait partie de ces États qui renvoient de manière forcée ces candidats à l'exil? Tout à fait. Alors il faut savoir que depuis 2020, alors les pushbacks, c'est une pratique ancienne. On en trouve déjà en 2007. Il y a déjà des rapports d'ONG qui attestent de pushback au niveau de la mer Égée. Et c'est illégal ? C'est illégal. Alors un pushback, pour vous expliquer, donc c'est une pratique qui est interdite par le droit international, c'est interdite par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment, et par la Convention de Genève. Parce que toute personne qui veut demander l'asile doit avoir le droit d'atteindre le territoire européen pour déposer donc sa demande d'asile. Un pushback, c'est un refoulement illégal. C'est-à-dire qu'on va soit empêcher un bateau d'atteindre les eaux territoriales grecques, on va prendre les migrants qui sont à bord, on va les mener sur le bateau des gardes-côtes, et puis ensuite on va les ramener dans les eaux territoriales turques, on les fait monter à bord d'un canot de sauvetage, et on les abandonne. Ça, c'est une pratique. Un autre type de pushback, c'est les personnes atteignent le territoire européen. Par exemple, les îles grecques, la plus connue étant Lesbos. Oui. On va les attraper dans la forêt avant qu'ils aient plus enregistré leur demande d'asile. On les fait monter dans le bateau des gardes-côtes, et même chose, on les abandonne dans la mer. Il y a des gens qui meurent suite à ces pratiques. Et il faut savoir que depuis 2020, la Grèce produit systématiquement des pushbacks. Toute personne qui tente la traversée au niveau de la Turquie va connaître un pushback. En toute impunité, Alice Latouche ? Oui, alors il faut savoir que le gouvernement grec, sa position, c'est de refuser l'existence des pushbacks, de nier l'existence des pushbacks. Alors il faut savoir que le 19 mai 2023, le New York Times a publié une vidéo qui atteste donc d'un pushback. C'est une preuve de plus de ces pratiques-là. Donc on voit les gardes-côtes grecs prendre des enfants et les abandonner dans un canot de sauvetage en pleine mer. La réponse du gouvernement par rapport à ce pushback, c'était de dire qu'ils allaient faire une enquête en interne. Mais concrètement, c'est une pratique systématisée. Il n'y a absolument aucune poursuite. Toutes les tentatives de poursuite qu'il y a eu se sont soldées par un échec. Donc, en fait, il y a une forme d'impunité totale. Et on parle de la Grèce, mais il y a une responsabilité à échelle européenne. Rien n'est fait aujourd'hui, clairement. Alors, il faut savoir que Frontex, qui est donc l'agence européenne des gardes-côtes européens,
a été condamné. Il faut savoir qu'il y a eu un rapport de l'Office antifraude européenne en 2021, qui est sorti en 2021, qui a abouti à la démission du directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, parce qu'ils ont réussi à attester que Frontex avait volontairement caché l'existence des pushbacks au niveau de la mer Égée. Donc il faut savoir qu'un des objectifs de Frontex, dans ces zones-là, c'est d'alerter quand il y a des violations des droits de l'homme. Donc les pushbacks en font évidemment partie, parce que ce qu'on ne mentionne pas, et sur lequel je vais insister quand on parle de pushback, ce ne sont pas que des refoulements illégaux, ce sont des violences aussi. C'est-à-dire que les migrants qui sont arrêtés par les gardes-côtes grecs sont systématiquement battus, ils sont obligés de se déshabiller pour être fouillés dans les cavités. On va récupérer tout leur argent, et ensuite on va les abandonner en mer. Donc ce sont des violences qui sont physiques, qui sont sexuelles. On est face à des crimes, clairement. On est clairement face à des crimes. Des expériences qui sont traumatisantes. Pourquoi s'étonner alors après que des migrants refusent potentiellement une aide qui serait apportée par des gardes-côtes grecs dans un contexte comme celui-ci? Parce qu'il y a une peur. Il y a une peur immense. Parce que il faut savoir que quand on expérience un pushback, c'est parfois la 3e fois qu'on va vivre cette expérience. Parce qu'on va le tenter plusieurs fois, en fait. Donc bien évidemment, si les gens prennent des routes de plus en plus dangereuses, parce que quand on l'a bien vu dans votre reportage, cette route-là, elle ne fait aucun sens. Elle est extrêmement dangereuse. Le bateau n'est pas du tout approprié. Mais pourquoi est-ce qu'on va prendre cette route-là? C'est pour éviter les gardes-côtes grecs, tout simplement. Et c'est pour espérer avoir plus de chances d'atteindre l'Italie sans être capturé, tout simplement. Et pourquoi, selon vous, l'Europe a cette politique migratoire? Certains parlent d'absence de politique migratoire, d'autres parlent de politique migratoire répressive, présente l'Europe comme une forteresse. Pourquoi on en est là, alors que dans le même temps, on sait accueillir certains réfugiés? On l'a fait avec l'Ukraine. Tout à fait. Alors, il faut savoir que la politique européenne, elle est effectivement répressive, puisque notre politique, c'est de faire des accords avec des pays qui ne sont pas des démocraties, comme la Libye. C'est des politiques d'externalisation, donc on essaie de bloquer les migrants avant même. On sous-traite à ces pays-là? Tout à fait, complètement. L'idée, c'est de bloquer les migrants avant qu'ils arrivent sur le territoire européen. On a fait ça avec la Libye, on fait ça avec la Turquie. On a un accord avec eux depuis 2016. Il faut savoir que ce fameux accord qu'on a avec la Turquie depuis 2016, ce n'est même pas un accord européen. C'est un accord qui a été formulé par les pays tiers de l'Europe, on va parler de tous les pays européens, mais pas en tant qu'Union européenne. C'est ça qui est très tricky quand vous regardez le texte. Ça n'a pas été voté au Parlement européen, cet accord. Donc c'est une déclaration d'intention. Parce qu'en fait, ils savaient très bien que s'ils présentaient ce texte au niveau du Parlement européen, il serait refoulé. On ne peut pas accepter ce texte-là, on ne peut pas avoir un accord de bloquer les migrants avec la Turquie. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, la Turquie refuse de bloquer les migrants au niveau de sa frontière, elle le fait quasiment plus maintenant. Il n'accepte plus de réadmission de migrants depuis 2020. À la base, ça fait partie de l'accord. Ils étaient censés récupérer tous les migrants pour qui la Turquie serait un pays tiers sécurisé. Donc voilà, ça pose question. Qu'est-ce que c'est que cette politique européenne où on fait des accords avec des pays tiers pour éviter qu'ils arrivent, en agitant le spectre que si on laisse des migrants venir, ça va faire monter l'extrême droite. C'est un peu la peur qui agite l'Union européenne, alors qu'en fait, cette politique-là, elle l'alimente, elle lui donne raison. Voilà. Il faudrait les accueillir et étudier les situations au cas par cas. Complètement, mais c'est le droit. On a un droit international qui est là, qui est réglementé. On choisit de le bafouer. À minima, respectons-le. Sinon, cessons de signer des conventions des droits de l'homme. Sortons-en directement, et puis voilà. Merci beaucoup, Alice Latouche. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui sur France 24. Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie au laboratoire Migrantaire rattaché au CNRS. Merci à vous. Merci.